Parler de McKinsey aujourd'hui, c'est prendre de très gros risques vu comment ce cabinet qui conseille les plus puissants est perçu en France. En 2021, les dépenses de conseil de l'État au sens large ont dépassé le 1 milliard d'euros. Face aux accusations, le candidat Emmanuel Macron s'emporte. Que quiconque a la preuve qu'il y a une manipulation mette le contrat en cause au pénal. Et si tout le monde déteste McKinsey, l'entreprise explose les compteurs grâce à ses études où chaque page coûte plus cher qu'une Rolls-Royce. En fait, McKinsey se vend comme un pôle d'excellence. 3 des 5 enfants de Bernard Arnault sont passés par le cabinet pour propulser leur carrière. Sauf qu'une étude McKinsey, en fait, personne n'a l'air de savoir ce qu'il y a dedans. Quand on demande leur contenu au directeur général de McKinsey France, il bégaye complètement. Vous pouvez nous dire à quoi aboutit cette mission ? Réponse très embarrassée du principal intéressé. En fait, ce n'est pas qu'il n'en sait rien, c'est surtout qu'il ne veut pas en dévoiler les secrets. Mais donc, qu'est-ce qu'elle cache ces études si chères et si polémiques? Et pourquoi, si on déteste autant cette entreprise, le monde entier et surtout les plus puissants continuent à dépendre de ces documents? Prenons l'exemple de Jean, il a la trentaine, il est à la tête d'une boîte dans le numérique qu'il veut faire rentrer dans le CAC 40. Sauf que Jean, il galère beaucoup. C'est lui qui fait tout dans sa boîte et pourtant, elle est au bord de la faillite. D'ici 10 jours, il doit rédiger 200 pages hyper détaillées pour convaincre des investisseurs de la Silicon Valley de lui prêter 50 millions de dollars pour sauver son entreprise. Dans ces délais, c'est clairement impossible. Il se souvient d'une phrase, d'une punchline d'un de ses anciens amis d'école de commerce, Mathieu, qui travaille chez McKinsey et qui lui disait « L'objectif de ma boîte, c'est de te vendre du temps ». Ça a étonné Jean à l'époque, mais aujourd'hui, il a clairement besoin de temps. Donc il signe un contrat chez McKinsey et reçoit la semaine suivante un énorme document de 400 pages sur son bureau. Et c'est là qu'intervient la première raison du prix exorbitant d'une étude McKinsey. Visuellement, malgré la quantité d'informations, tout a vocation à être optimisé autour du temps. Par exemple, plongeons-nous dans l'année en graphique de McKinsey. L'idée est simple, McKinsey vous met à disposition gratuitement ses meilleurs graphiques qui coûtent des fortunes à Airbus, à Total ou à notre gouvernement pour décrypter les événements les plus marquants de l'année. Et ces schémas sont totalement différents de tous ceux que vous avez pu voir auparavant. D'abord parce qu'ils ont un pouvoir bien particulier. Ils peuvent expliquer, clarifier, démontrer, anticiper et tout ça sans un seul mot. Prenons l'exemple de celui qui parle de la crise Covid dans 6 différents pays. En fait, ce schéma raconte tellement d'histoires que la première fois que je l'ai vu, j'ai eu l'impression d'être face à 6 JT dans 6 différents pays. Vous pourriez me dire, bah attends Thomas, je vois pas du tout l'histoire que racontent ces vagues bleues bizarres. Lisons-le ensemble et commençons chez nos amis italiens. Vous vous souvenez, lorsque la France commençait à être touchée par le Covid, l'Italie était déjà confinée depuis quelques semaines. La première vague a été chez eux désastreuse et beaucoup de gens ont été infectés sans se faire vacciner, donc la courbe noire a monté. Puis progressivement, jusqu'en juin 2022, la population des vaccinés, à la fois bleu clair et bleu foncé, augmente. Mais comparons ce graphique avec celui des Américains. McKinsey nous montre que même face à une recrudescence des infections en bleu clair, les Américains ne sont pas allés se vacciner et la population des non-vaccinés touchés par le Covid a augmenté. Encore une fois, c'est un flashback direct à l'époque des anti-vax et des hôpitaux complètement en terreur. Bon, et pour les Japonais, je vous fais pas un dessin, vous avez compris l'histoire. Et justement, vous avez compris l'histoire grâce à McKinsey. Et ça tombe bien pour Jean parce que c'est précisément de ça dont il avait besoin pour convaincre ses investisseurs. En fait, il se dit que Mathieu et son équipe sont un peu comme des entonnoirs. Ils se gavent d'informations sur un sujet et en font un rendu synthétique, convaincant et aussi beau qu'une peinture de Rothko. Mais en si peu de temps, c'est assez hors du commun. Donc il se dit que ce cabinet doit avoir quelques secrets bien cachés. Un d'entre eux, c'est la règle bien propre à McKinsey du up or out. Avant de vous parler de ce mécanisme certes effrayant mais redoutablement efficace, on va voir en quoi consiste le management chez McKinsey. Prenons une cage au lion. Bon, déjà ça pose les bases. Le consultant qui a fait les 6 graphiques sur la pandémie Covid l'a certainement fait en moins d'une heure. Et l'heure suivante, il est directement allé travailler sur autre chose. Par exemple, les avantages de l'IA dans le développement de logiciels. Et c'est ce rythme-là, plus de 90 heures par semaine. Et c'est là qu'il y a un hic. Outre la charge de travail démentielle, pourquoi McKinsey conseille des entreprises comme Airbus dans ses achats d'avions alors qu'aucun de ses consultants n'a jamais mis les pieds sur une piste de décollage? Je veux dire, c'est comme si j'allais voir Cyril Hanouna pour lui demander des conseils de lecture sur la philosophie des Lumières. Ça n'aurait aucun sens. Mais c'est précisément là qu'intervient la règle du up or out. En gros, si à la fin de ton année chez McKinsey tu n'es pas promu, eh bien tu pars. Up or out. Donc chez McKinsey, les consultants passent leur journée et leur nuit à éplucher le web à la recherche d'un maximum d'informations pour essayer, même si c'est totalement impossible, de devenir un pseudo-expert sur n'importe quel sujet en un rien de temps. Mais revenons à Jean, il est à son bureau, il a bien reçu ses 400 pages avec le tampon McKinsey. Sauf que maintenant, il a un nouveau problème de taille, c'est justement ces 400 pages. Il faut les lire, les apprendre et savoir les présenter à des investisseurs très méticuleux
lieu dans des costumes bien taillés. Jean se trouve un peu débile d'avoir payé McKinsey une fortune pour lui avoir fait perdre encore plus de temps. Mais au même moment, il reçoit une notification par mail de McKinsey. Tous les documents qui y sont produits sont adaptés à une lecture rapide, intelligente et surtout particulièrement limpide. Prenons l'exemple des chiffres. Un principe de base est qu'une bonne visualisation des chiffres est souvent plus importante que les chiffres eux-mêmes. C'est contre-intuitif, mais regardez par vous-même sur les réponses d'un sondage fait par McKinsey. Bon oui, comme ça fait peur, je suis d'accord. Généralement, quand on nous présente un sondage, les chiffres sont présentés comme ça. Mais McKinsey gère à la perfection le dilemme du surplus d'informations chiffrées et du besoin d'être synthétique. Donc plutôt que de donner une myriade de chiffres illisibles, ce graphique à réponse dégradée permet de clarifier directement plusieurs informations clés. Quelles sont les réponses les plus choisies, dans quel pays elles ont été choisies et quelles sont les différences entre ces pays. Juste pour faire ce graphique, McKinsey a interrogé plus de 1200 personnes dans 17 pays. Si ça avait été présenté autrement, ça n'aurait jamais été aussi lisible. Donc Jean est content, il sort de sa présentation et ses graphiques ont particulièrement marqué les investisseurs qui ont accepté de lui donner ses 50 millions de dollars. Mais au fait, il a payé combien notre jeune patron qui vient d'éviter la faillite pour son étude McKinsey? Et surtout, est-ce que le prix de ses études n'incorpore-t-il pas d'autres éléments bien plus importants que ceux qu'on vient de mentionner? Un récent rapport du Sénat sur le recours de l'État français au cabinet de conseil montre un prix de 3 312 € par jour de travail d'un consultant McKinsey. Ce qu'on paye une journée pour un conseiller McKinsey, c'est l'équivalent d'un mois de traitement d'un fonctionnaire. Pour une étude sur le futur de l'éducation qui a demandé 150 jours de travail, l'addition est plus que salée. La commande de 496 800 €. Près de 500 000 € ont été déboursés au cabinet par le contribuable, c'est-à-dire vous et moi. Inside joke in the industry is you hire McKinsey and it's $250,000 a week. Ces chiffres vertigineux ont déchaîné la critique en France sur les plateaux télé. D'abord parce que le gouvernement a commandé cette étude à McKinsey pour une conférence qui en fait ne s'est jamais déroulée. C'est-à-dire que c'était une erreur. 496 800 €, c'est quand même une grosse erreur. Ensuite, on peut trouver ça encore plus scandaleux de payer aussi cher des études dont on ne connaît même pas les résultats. Mais McKinsey a pourtant trouvé une solution pour ça. Le cabinet a développé des contrats où les prix étaient en fait partiellement conditionnés aux résultats. Pourtant, malgré les nombreuses polémiques, aucun de ses concurrents n'arrive à battre McKinsey. But out of the big three, as they're called, McKinsey is the leader when it comes to management consulting revenues, according to ALM Intelligence. Et ça les rend mégalomanes. En 1986, un consultant du cabinet avait dit dans une interview qu'il ne reste plus que 3 grandes institutions dans le monde. Les Marines, l'Église catholique et McKinsey. En faisant cette vidéo, j'ai eu l'impression qu'on méprisait tellement McKinsey qu'on en devenait incapable de comprendre le succès phénoménal de ces études. Comment continuer à faire grossir un paquebot de 11 milliards de dollars quand tout le monde vous déteste? Comme on l'a vu, être efficace et rapide, c'est un atout. Mais ça ne suffit clairement pas. Surtout quand nos clients sont parmi les plus puissants et les plus riches de la planète et qui peuvent donc faire jouer la concurrence. Donc McKinsey va apporter un dernier élément que seule cette entreprise peut offrir. Jusque-là, on a parlé uniquement des études McKinsey et pas de conseils. Pourtant, ce pourquoi McKinsey est connu, c'est précisément pour ses recommandations. Sauf que c'est certainement là le point le plus polémique. Prenons le cas de Solar Impulse que le cabinet a conseillé. L'objectif de l'entreprise, construire un avion plus large qu'un 747 mais plus léger qu'une voiture. Pour le fondateur de Solar Impulse, c'était clairement impossible. Solar Impulse was a project which was considered impossible by the aviation industry. Grâce à ces recommandations, les consultants ont réussi à se rendre indispensables à l'innovation et au changement. Essentially working with teams, the way to organize these people and to make them understand where they could go, how they could go there, and develop the right empowerment. Leurs études et leurs conseils ne sont construites qu'autour de cet élément. C'est précisément pour ça que les parties executive summary et recommandations sont les plus importantes à baliser pendant votre lecture. Une technique utile pour les mémoriser pendant votre lecture revient justement à ne lire d'abord que ces recommandations, ces conseils, puis de se plonger dans le document pour voir comment l'argumentaire leur permet de déboucher dessus. Je vous recommande à ce sujet ma vidéo sur la méthode APL pour lire et apprendre efficacement n'importe quel document écrit, quelle que soit sa taille. Cette méthode s'appliquerait d'ailleurs parfaitement à une étude McKinsey comme celle que je vous mets en description de cette vidéo. Mais si elles sont si importantes, ces recommandations sont aussi très critiquables, surtout quand elles ont mené à des désastres. On est en 2018, plusieurs journaux américains révèlent que l'administration Trump avait fait appel à McKinsey pour une mission visant la crise de l'immigration aux États-Unis. Trump a demandé au cabinet de conseil de trouver des moyens de réduire les coûts liés à l'immigration. Et McKinsey, dans ses recommandations, a proposé d'accélérer les processus administratifs liés à l'acceptation ou au rejet des migrants. Solution très pragmatique d'un point de vue financier, mais moralement très discutable.
discutable. L'administration Trump a accepté et plus de 2600 enfants ont été séparés de leurs parents, provoquant des réactions indignées à travers le pays et même à l'échelle internationale. Rappelons que Trump, avant sa nomination, avait répondu ceci à une journaliste qui lui demandait s'il avait l'habitude de recourir à des cabinets de conseil. Si cette mission, comme beaucoup d'autres, ont largement entaché la réputation de McKinsey, un point reste évident. Celui qui s'en est le mieux tiré dans l'affaire, c'est Trump. En fait, le gagnant, c'est toujours le client de McKinsey. Parce que le coût qui est très souvent incorporé au prix faramineux de ces études de McKinsey, c'est le coût réputationnel. Pour le président des États-Unis, soit un des hommes les plus puissants au monde, ce coût représente littéralement des milliards de dollars. Aucun homme politique n'aimerait avoir sur le dos des images de la séparation de milliers de familles en pleurs, forcées de retourner dans leur pays d'origine. Mais un groupe de consultants dans des bureaux que personne ne connaît, ça, pas de problème. Qui s'est fait incendier par les médias et l'opinion publique? Naturellement, McKinsey. Donc lorsqu'on a ça en tête, on commence à comprendre pourquoi ça coûte aussi cher. McKinsey s'est rendu indispensable à la prise de décision des plus puissants, et surtout indispensable à leurs erreurs, grâce à un dernier élément, la confidentialité. This is a firm that has a historical policy of not disclosing anything about what they do to anybody. L'analogie qui me vient à l'esprit, c'est celle du rôle du cardinal dans l'Ancien Régime. À l'image de Mazarin ou de Richelieu, McKinsey est à la fois très proche du pouvoir sans pour autant jamais en tenir les rênes. Les clients des cabinets de conseil comme Louis XIV ou Louis XVI ne veulent pas seulement être conseillés. Ils veulent avoir un bras droit à tout moment, un bras droit prêt à tout pour le protéger, quitte à salir toute sa réputation. Un dirigeant d'entreprise comme un président préférera souvent payer quelqu'un pour qu'il endosse la responsabilité de son erreur plutôt que d'en supporter lui-même les coûts. Donc chaque étude McKinsey que vous lirez est précisément le véhicule de cette responsabilité. N'oubliez pas que Mazarin, le plus proche conseiller du roi Louis XIV, avait une fortune équivalente à la moitié des recettes de la France. Donc ayez toujours en tête qu'un document écrit est souvent cher, non pas pour ce qu'il comporte, mais pour ce qu'il représente. Pour vous en convaincre, je vous recommande d'aller lire l'année en graphique sur 2022 de McKinsey et de vous amuser à décrypter les histoires qui y sont racontées. Merci à vous et à très vite.